Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi 19 août, merci d'être avec nous sur l'ORTM. Tout d'abord, ce communiqué de la Cour constitutionnelle relatif au second tour de l'élection du président de la République, scrutin du 11 août 2013. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali porte à la connaissance des citoyens, des candidats à l'élection du président de la République, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, du ministre de la fonction publique chargé des relations avec les institutions, du président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, du président de la Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections que la proclamation officielle des résultats définitifs du deuxième tour de l'élection du président de la République du Mali, scrutin du 11 août 2013, aura lieu demain, mardi 20 août 2013, à partir de 11h au siège de l'institution sise à l'ACI 2000. Les personnalités et structures concernées, les observateurs nationaux et internationaux, les médias d'État et la presse privée y sont conviés. Le président du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar, a reçu ce matin en audience deux personnalités. Il s'agit de l'ambassadeur de la Fédération de Russie et du chargé d'affaires de l'ambassade de Turquie. À leur sortie d'audience, notre reporter Mahamadou Doumbia est allé à leur rencontre. Voici son reportage. La première personnalité qui a été reçue par le président du Conseil économique, social et culturel a été l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Au cours de ces échanges, Alexis Doulia veut renforcer à travers notre pays les relations entre la Fédération de Russie et le Conseil économique, social et culturel dans divers domaines. Pendant un certain temps, il y a eu des circonstances ici au Mali qui n'ont pas beaucoup contribué à faire évoluer les choses dans le bon sens. Comme maintenant, la situation se remet en place, ça permet, disons, d'envisager avec optimisme les possibilités de notre coopération, de la reprise, de la relance de notre coopération, surtout dans l'économie, dans le social et puis dans le domaine culturel. Et nous coopérons d'ailleurs très étroitement au sein des différentes instances internationales dans ce domaine, comme l'UNESCO, comme le Comité de patrimoine mondial. En second lieu, c'est le chargé d'affaires de l'ambassade de Turquie qui a été reçu par Jamil Bitar. Au menu de cette audience, des perspectives d'avenir dans les domaines de l'économie, du commerce, entre autres. Nous avons parlé en fait de notre collaboration concernant la candidature d'Izmir pour accueillir en fait l'Expo 2020 avec un slogan « Santé pour tous ». Et Monsieur le Président Bitar, il a confirmé son soutien qu'il avait annoncé en fait il y a quelques mois lors de la visite du maire adjoint d'Izmir. Et là, nous avons été enchantés en fait d'entendre en nouveau ce soutien. Et nous avons aussi étudié toutes les possibilités de coopération, de collaboration avec les institutions correspondantes en fait du Conseil en Turquie. Ces deux personnalités ont été surtout marquées par le cheminement positif que connaît actuellement notre pays, tant sur le plan de la démocratie que dans le domaine du développement social, économique et culturel. Le Mali a prouvé en fait sa maturité démocratique à travers ces élections. Ça a été une très bonne élection, donc la communauté internationale est d'accord, unanime, je dirais, sur le bon déroulement. Et cette élection ne peut que en fait renforcer en créant une ambiance encore plus favorable, je dirais, pour toute coopération et collaboration et en assurant la stabilité en fait dans le pays. Et la stabilité dans le pays, ça va influer certainement ces relations extérieures du Mali. Et les messages de félicitations suite au second tour de la présidentielle continuent d'arriver à notre rédaction. Ainsi, l'Alliance des générations démocratiques du Mali, le Bloc des alternatives pour le renouveau africain, le PDS, le Mouvement pour un destin commun MODEC, le Parti SADI, l'Ordre universel de non-violence Mali, l'association Kouroukanfouga des femmes du Mondé, Présence Boua Nimi, le patronat des entreprises, des technologies de l'information et de la communication du Mali et l'association MBA Cadre Mali, tous félicitent vivement le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour sa brillante élection à la tête du pays.
Le Mali célèbre pour la première fois la journée mondiale de l'aide humanitaire, commémorée le 19 août de chaque année. La foire et la projection d'un film sur les actions humanitaires sont les activités qui ont marqué cette journée dédiée à tout le personnel humanitaire et associé. Reportage de Agali Agissa. C'est en 2008 que les Nations Unies ont décrété le 19 août Journée mondiale de l'aide humanitaire. Et c'est la 10e fois que le monde entier célèbre l'action des travailleurs humanitaires et particulièrement ceux qui ont perdu la vie le 19 août 2003 à Bagdad dans l'attentat contre le siège des Nations Unies en Irak. Au-delà de sa fonction commémorative, le 19 août est aussi une journée de célébration. En effet, elle vise à célébrer l'esprit humanitaire ainsi que les milliers de travailleurs dans le monde qui, chaque jour, aident des millions de personnes, peu importe qui y sont et où ils sont. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes sont menacées de malnutrition au Mali. C'est pourquoi l'occasion est opportune pour le gouvernement qui entend renforcer ses actions de solidarité d'exprimer les besoins du moment. Depuis quelques mois, avec l'amélioration de la situation sécuritaire, nous observons de nombreux retours de personnes déplacées. Il convient dès lors d'accompagner ces retours en créant les conditions d'accueil les meilleures. Cela signifie assistance en vivre et non vivre, accès à l'eau, à l'éducation, à la santé. L'autre grande préoccupation humanitaire à laquelle notre pays fait face est liée, à l'instar des autres pays du Sahel, à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Cette année, la célébration de la journée marque également le lancement de la campagne mondiale intitulée « Le monde a besoin de plus d'eux ». Donc, quoi de plus normal que les acteurs humanitaires exposent au grand public leur savoir-faire. C'est notamment l'objet de la foire exposition organisée à l'occasion de cette journée. C'est l'occasion de montrer au grand public, aux humanitaires entre eux-mêmes, mais également aux bénéficiaires de l'aide humanitaire, ce que c'est que l'action humanitaire. C'est une occasion pour vous présenter nos programmes de distribution alimentaire, de distribution de cash pour aider la population à acheter les vivres. Les crises arrivent partout dans le monde et il faut que le monde soit solidaire, il faut que le monde vienne en aide aux populations qui sont atteintes par ces crises. Le studio Tamani a officiellement démarré ce lundi. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, accompagné du président de la commission Dialogue et Réconciliation, a rendu visite à l'équipe de cette structure dédiée à la paix. Cette radio a pour objectif la reconstruction du pays en réconciliant les populations. La dite radio est située à la Maison de la Presse. Compte rendu de Isaac Thienou. Tamani, au service de la paix et de la démocratie, a officiellement démarré ce lundi. Cet instrument a pour mission de donner l'information vraie sans pression aucune et sans influence. Toute chose essentielle pour redonner espoir et confiance à un peuple affecté par une crise. Cela à travers des émissions d'information, de débat et de magazines tenant compte de la diversité linguistique. Tamani est un précieux instrument de dialogue, de restauration de l'unité et de résolution des conflits. Tamani, ce bébé qui vient de naître, doit vite grandir parce que nous aurons besoin de l'accompagnement Tamani. Parce que nous avons surtout besoin d'aller aux Maliens et d'écouter les Maliens. Et je pense aussi que le Tamani peut être un très bon acteur. Au ministère de la Communication, le chef de département plaide pour que chacun s'investisse dans ce combat de reconstruction avec comme locomotive les médias. La reconstruction du pays est un devoir pour chaque citoyen. C'est un devoir pour les médias. Lorsque nous serons professionnels, lorsque nous serons responsables dans ce que nous faisons, je ne doute pas un seul instant que nous serons, comme aujourd'hui, à l'avant-garde du développement, à l'avant-garde de la prospérité. Il n'y a pas de développement sans les médias. Il n'y a pas de cohésion sociale sans les médias. Il n'y a pas de reconstruction possible sans les médias. Et lorsque Tamani s'inscrit dans cette dynamique, j'avoue que je ne doute pas et je n'hésite pas un seul instant de croire que nous serons parmi les précurseurs de cette nation en renaissance.
Les échos de Radio Tamani résonneront sur plusieurs radios partenaires de Kaye à Kidal, dont 3 basées à Bamako. Tamani, c'est la radio du renouveau pour un autre Mali. Voilà, bon vent à la radio Tamani. Le ministre de l'Équipement et des Transports a lancé ce matin à Koulikoro la campagne 2013 de la compagnie malienne de navigation. Un bateau quittera désormais Koulikoro tous les mardis soirs à destination de Gao via Tombouctou, et cela pendant 5 mois. Pour la réussite de cette opération 2013, plusieurs dispositifs ont été mis en place par les autorités pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Abdelrahman Maïga nous en parle. Cette croisière sur le fleuve Niger marque le lancement officiel de la campagne 2013 de la compagnie malienne de navigation. Après une année d'arrêt, voilà que les bateaux reprennent à nouveau le chemin à destination de Gao. Pour la réussite de cette campagne 2013, plusieurs dispositions sont prises par les autorités, parmi lesquelles le renforcement des dispositifs sécuritaires. Le premier bateau qui est parti est allé avec un certain nombre d'éléments. Le général Abdoulaye Soumaré a commencé. Il y a des éléments des forces armées et de la gendarmerie qui l'ont accompagné. Bon, il y a les Sonnets aussi qui a suivi, qui a été aussi accompagné par des éléments de l'armée. Et tous les bateaux qui vont quitter désormais seront dotés d'un certain nombre d'éléments pour assurer la sécurité aussi bien des personnes que de leurs biens à bord des bateaux, au niveau des quais et même sur les routes d'accès aux quais. Cette reprise d'activité de la Koumanaf constitue une lueur d'espoir pour les populations riveraines du fleuve Niger en général et celle de Koulikoro en particulier. D'ailleurs, pour fêter cette reprise, elles sont sorties massivement pour manifester leur joie. Ce festin atteste la relance des activités économiques. Car ici à Koulikoro, 80% des activités commerciales reposent essentiellement sur le transport fluvial. L'impact de cette activité sur l'économie de Koulikoro, parce que nous sommes au terminus ici, c'est un drainage de biens du nord vers le sud. Et tout passe par Koulikoro. Donc vraiment, nous sommes très fiers aujourd'hui, nous sommes très heureux. Et je le dis au nom de tout Koulikoro. Cette cérémonie de lancement a constitué également un moment de joie pour le personnel de la Koumanaf. Et pour cause, le ministre de l'Équipement et des Transports a annoncé que des mesures ont été prises pour permettre à la compagnie de retrouver sa place d'antan dans le transport et le désenclavement du nord et du sud. Le gouvernement, par ma voix, a déjà commencé à avoir des solutions à ces difficultés. A commencer par l'acquisition de bateaux à faible tirant au profit de la Koumanaf. Il y a également des requêtes qu'on a envoyées à des partenaires, lesquelles requêtes portent sur non seulement l'acquisition d'autres bateaux, mais aussi et surtout l'acquisition d'un bateau drague et l'acquisition d'autres matériels pour l'entretien et la maintenance des bateaux sur place. L'acquisition de ces matériels permettra à la compagnie malienne de navigation de jouer un rôle de premier plan dans l'acheminement des matériaux indispensables à la reconstruction des régions nord du Mali. Cérémonie de remise des prix d'excellence aux lauréats des examens du secondaire. C'était cet après-midi au lycée technique. Au total, plus d'une vingtaine d'élèves ont réussi à leur examen avec de très bonnes notes. Les moyennes obtenues varient entre 14 et près de 19 sur 20. Le ministre de l'Éducation, accompagné de ses collègues de la promotion de la femme et de la formation professionnelle, a tenu à les féliciter. Alpha Mega pour le compte-rendu. C'est ici qu'a été signée la déclaration d'indépendance du Mali. Tout un symbole. Sur les mêmes lieux, une vingtaine d'élèves reçoivent le prix d'excellence pour les examens du secondaire session de juin 2013. Il y a 1002 candidats qui ont obtenu une mention égale ou supérieure à assez bien. Le prix de l'excellence, c'est une cérémonie que nous avons organisée pour montrer au public que c'est vrai que dans leur immense majorité, les élèves maliens n'ont pas eu un pourcentage assez réconfortant. Malgré tout, il y a des étincelles parmi eux. C'est-à-dire que même si le taux de réussite est assez faible, il y a quand même des produits de qualité. Nous prenons ici et maintenant, devant vous tous réunis, l'engagement de persévérer dans l'excellence dans nos études futures et pour les uns
et sur le lieu de travail pour les autres. Ainsi, pour le premier responsable de l'éducation, il faut engager à partir de cet instant une nouvelle réflexion sur l'école. Cela afin d'améliorer son rendement. Depuis 1962, nous voulons former au niveau de nos écoles un citoyen ancré dans nos valeurs maliennes et africaines et ouvert aux valeurs universelles. Depuis, nous aspirons à former, je cite, un citoyen bâtisseur de la société démocratique ancré dans sa culture. Une simple évaluation aujourd'hui nous permet de réaliser que nous n'avons pas atteint cet objectif. Dans les jours à venir, les élèves des régions affectées par la crise et ceux réfugiés au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger vont aussi bénéficier de prix d'excellence. Cela au terme de la proclamation des résultats de la session spéciale des examens prévus en octobre prochain. Bravo aux lauréats. La Jeune Chambre internationale a remis son rapport sur l'élection présidentielle second tour au président de la CENI ce matin. Les observateurs de la Jeune Chambre ont élaboré un rapport de 15 pages. Dans ce rapport, ils évoquent les insuffisances constatées, mais aussi les points forts dans l'organisation du scrutin. En remettant ce rapport à Mamadou Diamountani, les membres de la DCI ont insisté sur la crédibilité de cette présidentielle que notre pays a organisée avec brio et sans incident majeur. Sur le plan national, le colonel Keba Sangaré, chef des opérations militaires de Tombouctou, se dit satisfait de la détermination dont ont fait montre les gendarmes sur le terrain. Déclaration faite lors d'une visite ce matin à Goundam. Le colonel a affirmé que les opérations militaires se poursuivront sur les différents secteurs afin d'assurer davantage la sécurité des populations. Écoutons-le au micro de Adama Djimdi. Cette visite surprise, c'était d'abord m'assurer par rapport à l'engagement des hommes après les élections, parce que certains pensent que juste après les élections, l'opération est terminée. Dans les jours à venir, nous allons intensifier les patrouilles sur des axes dont je ne vous dirai pas, et Goundam fait partie. Voir concrètement l'engagement des gendarmes, surtout à Goundam, parce qu'ils constituent un maillon essentiel pour la recherche du renseignement. Et là, j'ai été satisfait parce que j'ai trouvé sur place tous les gendarmes de la brigade et de l'escadron. Ça, je suis fier d'eux et je les encourage à plus de persévérance. Aussi, voir l'état de la route en cette période hivernale pour voir nos capacités de projection afin de pouvoir les secourir à tout moment. Chaque année, l'augmentation du nombre d'enfants souffrant de paludisme se fait ressentir en service de pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré. Cette année ne fera pas exception puisque le problème se pose déjà. 90 à 100 consultations par jour en dehors des heures de service et les lits commencent à manquer pour les patients hospitalisés. La direction de la structure a dû prendre des mesures spéciales, parmi lesquelles la mise à disposition d'autres salles d'hospitalisation et la mise à nouveau du laboratoire et de la pharmacie. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. C'est reparti une fois de plus au service de pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. Ici, les pédiatres font face depuis déjà plus de 2 semaines à un afflux massif d'enfants malades de paludisme et nécessitant une hospitalisation en service de garde. 90 à 100 patients par jour en dehors des heures de service. Nous avons commencé déjà la période de forte transmission de paludisme grave. De juillet jusqu'à novembre, chaque année, nous avons beaucoup de cas de paludisme grave pour lesquels les enfants sont hospitalisés et ceci a commencé. Quand ça vient, vous savez que nous avons un service de 160 lits, donc une capacité d'hospitalisation de 160 enfants. Mais pendant cette période, nous pouvons aller jusqu'à 250 à 300 enfants hospitalisés en même temps. Aujourd'hui, certains lits accueillent 2 à 3 patients. Solution, un appui de la direction qui a dégagé cette année 2 autres salles d'hospitalisation. Pendant la période de forte transmission, quand vous venez dans ces salles d'hospitalisation, le paludisme peut occuper plus de la moitié
Sinon, les trois cas des cas d'hospitalisation. Mais l'hôpital Gabriel Touré étant une structure de 3e niveau, les autres centres de santé qui réfèrent sont aussi impliqués dans la gestion de ce cas de paludisme, selon son directeur général adjoint. Nous avons pris des initiatives à organiser au niveau de la Direction nationale de la santé une rencontre avec ces différents établissements de soins, la Direction régionale de la santé, les centres de santé de référence et certains CESCOM aussi, pour qu'on voie à ce niveau aussi qu'est-ce qui peut être fait. Et donc, une prise en charge peut être effectuée à ce niveau, ce qui va alléger considérablement la charge de travail au niveau du département de pédiatrie et permettre une coordination globale dans la prise en charge de ces cas paludiques qui arrivent en ce moment dans notre pays. Représente à 22% des hospitalisations en pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré. À l'échelle du Mali, cette maladie représente 44% des motifs de consultation dans les formations sanitaires, malgré les informations sur la prévention. Avant d'arriver à la maladie, il faut que les parents fassent dormir les enfants sous moustiquaires imprégnés. Et aussi qu'ils habillent les enfants le soir pour que, avant d'entrer sous moustiquaire, qu'ils les habillent avec des chemises manches longues, etc. Et surtout, dans la ville, les flaques d'eau doivent être éliminées parce que ce sont ces flaques d'eau-là qui favorisent le développement des moustiques qui, en fait, sont à la base de la transmission du paludisme. Les structures de santé à travers le pays sont toutes engagées dans la surveillance épidémiologique. Celles-ci permettent de collecter des données pouvant être décisives dans la prise de décision. L'afflux massif d'enfants paludéens se répétant tous les ans à cette période, ce sont visiblement les mesures de prévention du paludisme prises au niveau ménage qui ne suffisent pas. Voilà, c'était là la page santé. Et toujours par rapport à l'hivernage, le gouverneur du district de Bamako rappelle aux producteurs de Bamako que les cultures hautes telles que le maïs, le sorgho, le mil et le gombo sont strictement interdites durant l'hivernage sur toute l'étendue du district pour la campagne agricole 2013-2014. Le gouverneur s'est compté sur la compréhension de tous les producteurs du district pour le respect de cette mesure. Cette édition s'achève. Merci de votre attention. Tout à l'heure, le journal d'information avec Kadidia Toukone. Demain, Amadou Sankaré dans la mi-journée. Je vous retrouve dans les éditions du soir. Merci de votre fidélité à l'ORTM et merci de visiter notre site dont l'adresse s'affiche en ce moment sur votre écran. Merci et bonsoir.